Hola a todos, bienvenidos, vous êtes sur mon canal de YouTube et on va passer aujourd'hui un petit moment ensemble. Je vais vous partager un dessin sur lequel j'ai passé un peu de temps, hein. Ça a un peu viré à l'obsession cette histoire. Donc effectivement, comme vous pouvez voir, pas mal de travail de préparation, beaucoup de sketch en amont, au crayon, à l'encre, à l'aquarelle et voilà. Et pour au final arriver au résultat que vous voyez. Donc voilà, on commence sans plus attendre cette petite demi-heure. Sur notre papier blanc, il s'agit d'un papier de densité, je crois que ça doit faire du 190 grammes au mètre carré. Donc on n'est pas sur un papier aquarelle, c'est un papier qui admet beaucoup moins d'eau qu'un papier aquarelle classique, hein, un papier aquarelle classique, c'est plus du 300 grammes au mètre carré, donc et du coup ça m'oblige de travailler d'une certaine façon. En fait l'aquarelle utilise l'eau pour pouvoir faire ses fondus. Sauf que quand le papier n'admet pas beaucoup d'eau, il faut être précis, sûr de soi et passer le moins de fois possible. En tout cas, ne pas engorger le papier avec trop de flotte, sinon il se met à plucher, et, ça fait cracra, c'est tout l'effet inverse qu'on recherche quand on fait de l'aquarelle. Donc voilà. Il y a un peu ce délire de one shot en fait, d'arriver, de mettre juste ce qu'il faut de pigments. Dès le premier passage pour pas avoir à revenir dessus et pour pas submerger le papier. Donc voilà, mais ça change rien pour moi, c'est une façon de travailler qui est naturelle parce que comme je fais beaucoup de lacs et que donc je travaille sur de la feuille d'or, ça m'arrive en fait en permanence, je dois être sûre de moi et mettre juste ce qu'il faut de peinture parce que sur la feuille d'or on peut pas repasser plusieurs fois. Sinon on étouffe la feuille, on finit par l'opacifier totalement et du coup on perd totalement l'intérêt de peindre sur de la feuille d'or et donc d'avoir ces jeux de lumière. Donc là c'est à peu près la même technique, à ceci près que ayant pratiqué pendant très très longtemps la peinture à l'huile en lac, c'est complètement différent parce que vous voyez, les couches en lac se superposent, mais elles ne se fondent pas. C'est vraiment des couches indépendantes les unes des autres. Et comme on est sur un support qui n'absorbe pas, qui n'est pas poreux, et en plus avec de la peinture à l'huile, qui est quand même un médium assez gras, on n'a pas ce délire d'absorption. Vous voyez, quand on travaille avec de l'eau sur du papier coton, c'est complètement l'inverse qu'on a. Les couches se fondent, elles vibrent entre elles, il y a ce délire de papier qui absorbe, ça fuse dans tous les sens, qu'on n'a pas avec la laque. Et donc, ça m'a coûté un petit peu de me remettre dans la peinture aquarelle, parce que je pensais que c'était inné. C'est ça c'est en ça que j'ai été surprise, c'est qu'il y a quelques semaines en arrière, quand j'ai entrepris de faire cette peinture aquarelle, je me suis rendu compte que j'étais pas dedans, j'avais perdu la sensation de l'aquarelle. Je savais plus comment elle se comportait. Il m'a fallu un temps de réadaptation. Du fait d'avoir fait de la peinture à l'huile pendant très longtemps, quasiment toute l'année dernière, et quand j'ai voulu retourner vers la peinture à l'eau, ça m'a complètement déstabilisée. J'étais comme étrangère au médium. Et ça m'a coûté un temps pour de nouveau être dedans et réapprendre à ressentir le fluide, quoi. Enfin... et voilà. Bon, après, passé ce petit délai de réadaptation, je me suis sentie bien, j'étais contente. J'ai pu me faire plaisir. C'est en ça que c'était satisfaisant. Et donc, pour parler plus précisément de notre sujet d'aujourd'hui, il s'agit d'une vue donc des toits de Paris, mon thème de prédilection, ceux qui me connaissent le savent. C'est un thème que je choisis régulièrement d'entreprendre. Et donc voilà, donc c'est une vue des toits de Paris. L'observateur se trouve sur les toits de Beaubourg et il observe, donc il a Réaumur-Sébastopol en premier lieu, puis
la Bourse du Commerce, l'église Saint-Eustache. En ligne d'horizon, nous avons les édifices qui forment le quartier des affaires parisien, à savoir la Défense, et les plus fins observateurs d'entre vous remarqueront en toute discrétion l'Arc de Triomphe, donc dans l'enfilade de la Bourse du Commerce. Voilà pour la mise en contexte. C'est une vue donc au cœur de Paris, vers le quartier donc de Châtelet, Rivoli, tout ça. Et voilà, donc c'est une vue qui m'a procuré énormément d'émotions, voilà, je sais pas comment dire, à travailler en tout cas. Tellement que avant de la faire d'aquarelle, je l'ai faite en lac, donc sur de la feuille d'or, en grand format, je crois que c'est du 1m20 sur 1m20. Et d'ailleurs, elle n'a pas trouvé acquéreur, donc si vous êtes curieux, que vous êtes amateur d'art, je vous invite à vous rendre sur mon nouveau site internet, puisqu'en 2020, je fais peau neuve. Voilà, ce sera pintatemara.com, un site qui vous proposera donc de lire quelques articles sur mes tribulations d'artiste, mes nouvelles découvertes et mes pensées diverses et particulières, voilà. Vous aurez aussi accès à l'information, vous saurez où sont mes nouvelles, où est-ce que j'expose, où est-ce que vous allez pouvoir me voir ou voir mon travail, et aussi une boutique en ligne sur laquelle vous pourrez vous procurer, vous rendre acquéreur donc de mon travail. D'ailleurs, à ce sujet, cette aquarelle sera en vente sur le site, donc pintatemara.com, et je crois que le lien est dans la description, je vais le mettre dans la description. Et voilà, ce sera une série d'impressions fine art, haute qualité, sur du papier hyper stylé, et pour un prix, je pense le faire en dessous de 50 €. De toute façon, c'est histoire de dire que voilà, tout le monde peut se rendre acquéreur d'œuvres d'art. Et voilà, c'est pas réservé simplement aux plus riches d'entre nous. Non, l'art c'est pour tout le monde. Et ça se partage. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller voir le site et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'ancien. S'il est effectivement plus pratique. D'après moi, il a gagné en simplicité. Ceci étant dit, revenons à notre peinture. Donc, l'utilisation du sépia, c'est quelque chose qui s'est imposé malgré moi. Vous savez, l'encre sanguine là, que j'utilise, j'avais fait divers essais de dessin donc à l'encre de Chine, au crayon, à la mine Comté, et en fait ça me plaisait pas du tout. J'avais l'impression que la peinture, du coup derrière quand je rajoutais la peinture, elle était enfermée dans ces genres de cernes noires, quoi. Et ça l'empêchait de vibrer, ça l'empêchait de sortir de son cadre, ça l'empêchait d'être libre et naturel et libre surtout. Et du coup, ça me plaisait pas du tout cette histoire. Et donc, je cherchais un crayon bleu, ça m'a pris un temps fou. Je me suis dit peut-être qu'au crayon, avec des crayons de couleur et tout, je pourrais faire un dessin sympa et après le repeindre. Et en fait, donc je cherchais ce crayon. Et je me suis rendu compte que j'avais ce pot de sanguine qui traînait, qui était là, perdu, oublié dans une de mes boîtes. Et là, tout d'un coup, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, c'est le sépia. Ça m'a tout de suite, vous savez, les auteurs, les illustrateurs tels que Sarah Kay, je sais pas si les gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés que moi auront certainement la référence. C'était des illustrations pour enfants. D'une très grande qualité vraiment, et ces mecs là ils utilisaient tous le sépia en fait. Personne n'enfermait ses dessins dans de l'encre noire trop appuyée, trop contraste, et du coup c'est ça qui est intéressant parce que le sépia, comme c'est pas une encre qui est très marquée, quand je passe la couleur par dessus, le sépia s'efface presque limite. Et du coup la couleur prend le dessus sur le sépia, et en même temps le sépia existe, il est là pour appuyer la couleur, révéler la couleur, mais pas pour l'enfermer ou pour lui dicter une structure trop lourde. Donc voilà, et c'est marrant. En cherchant autre chose, on trouve exactement ce qu'il nous faut. L'éternelle répétition de ma vie. Voilà, je sais pas si vous êtes comme ça, moi c'est un chaos perpétuel.
J'admire les gens qui savent être organisés et être juste en permanence. En tout cas, moi, j'en suis pas là et j'aimerais être comme vous. En tout cas, je travaille. Et l'art est un des outils que j'utilise pour tendre à cette justesse. En tout cas, mon langage préféré, toujours est-il. Donc voilà, utilisation du sépia. C'est une encre... Ouais, j'avais décidé de pas l'utiliser parce qu'en fait, au départ, quand je l'ai acheté, il y a quelques années en arrière, j'avais été déçue parce que j'avais trouvé qu'il était trop dilué. Et comme j'aime les choses contrastées et tout ça, je l'ai rangé en me disant, ouais, ça sert à rien. Et j'ai complètement oublié son existence. Donc tant mieux que j'ai pas trouvé mon crayon. Parce qu'au final, je trouve que ça rend beaucoup mieux avec le sépia. Et donc voilà, vous me voyez effectuer, apporter un soin tout particulier aux 300 milliards de détails qu'il y a dans cette perspective. Et c'est ça que j'aime quand je dessine les toits de Paris, ou même dans l'aquarelle, c'est que là je peux vraiment prendre mon temps pour raconter plein de choses, donner plein d'informations sur le cadre, sur le contexte. Et voilà. Donc beaucoup d'amour dans ce dessin, beaucoup de patience et beaucoup de soin. Ouais, jusqu'à même... donc là, vous voyez aussi discrètement le passage du crayon à papier que j'ai fait avant de passer au sépia. C'est un passage vraiment très léger, je marque à peine le papier, vraiment, de façon à ce que quand je le recouvre avec mon encre sanguine, le crayon papier disparaisse totalement, en fait. Et voilà. Je veux pas voir mes repentirs de crayon papier. C'est délire. C'est pour ça que j'utilisais la sanguine, en fait. C'est que je voulais pas voir de choses qui sont trop nettes, trop définies. Voilà. Vu que là, je suis partie dans un thème un petit peu d'illustration, il fallait que les choses restent libres. Il fallait que la couleur puisse sortir de son cadre. Donc voilà. D'où le travail aussi de connaître parfaitement mon thème, en fait. J'ai fait d'innombrables croquis avant de passer à la peinture définitive, à l'aquarelle que vous avez sous les yeux, de manière à maîtriser tellement mon sujet, à connaître tellement chaque plan, chaque détail du dessin, que lorsque je vais le faire pour de vrai, en définitif, je le connaîtrai tellement par cœur, je serai tellement à l'aise que je vais pouvoir oublier complètement la rigueur du dessin et me libérer et pouvoir laisser s'échapper la couleur, la spontanéité du truc. Et rêver un peu, tu vois, faire rêver avec ces toits et cet océan de zinc et de cheminées propres à Paris. Ouais, en ça, la rigueur. Je suis pas pour l'académisme pur et dur. C'est vraiment quelque chose qui m'ennuie profondément. Je veux dire, l'académisme dans le sens où on reproduit précisément avec fidélité un paysage ou une chose que l'on aurait su observer. Je trouve ça vraiment ennuyeux dans le sens où finalement aujourd'hui ça n'a pas de sens de faire ça parce que la photo existe en fait et la photo le fait parfaitement bien. J'ai pas besoin de concurrencer un appareil photo. Au contraire, l'art existe pour ça, pour dire des choses qui ne sont pas dites à travers la photo ou à travers la réalité. C'est réinventer un langage, aussi s'approprier un sentiment, un ressenti, une émotion. Et c'est pour ça que l'académisme pur et dur m'ennuie profondément, parce que j'ai l'impression qu'il apporte rien de plus finalement à ce que l'on sait déjà. Et le but finalement de l'art, enfin d'après moi, toujours, ça n'engage personne, hein, à part moi évidemment, c'est ça, c'est d'exprimer, de réinventer, de se réapproprier quelque chose. Et le fait de se figer à ce que l'on sait et oublier ce que l'on ressent, c'est perdre une partie essentielle finalement du message. Et voilà. Et donc c'est ce que j'essaye de faire dans mes peintures, c'est de traduire une sensation, voilà, une émotion. Et voilà, vous me direz si c'est réussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace prévu à cet effet. Quoi dire ? Ouais,
ouais, la gamme chromatique que j'utilise. Il s'agit ici, un peu mes couleurs préférées, du bleu dans toutes ses teintes, dans toute sa richesse. Bleu indigo, bleu de Prusse, des bleus verts, des bleus turquoises, du violet, voilà, toujours un peu entaché avec des gris de pain, un peu sali parfois avec de la terre d'ombre brûlée, ouais, ce genre de choses qui s'appliquent parfaitement à la notion des toits, parce que quand je monte sur mes échafaudages ou quand je prends un peu de hauteur pour pouvoir choper ces vues là, et ben c'est vraiment cette sensation que j'ai d'être face à un océan de toits et de cheminées. Et le bleu, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui fait... Non seulement c'est proche de la couleur naturelle des toits parisiens, mais en plus, c'est directement ce qui fait écho dans notre imaginaire au miroir, à l'eau, à ce truc minéral. Cette sensation minérale des toits. Et voilà. Donc voilà, beaucoup de bleu. Pour les murs, j'utilise, pour exprimer la pierre, des tons un peu pêche. Je vais chercher dans des ocres que je vais salir avec du rose, du orange, pour faire la lumière. Et puis, pour faire mes ombres, toujours, je mélange de la terre d'ombre avec du violet, du gris de Pain. Alors là, le gris de Pain, c'est ma recette favorite pour faire des ombres. J'adore. Le côté grave et absurde qu'a le gris de Pain, vraiment magnifique. Que ce soit en aquarelle ou à l'huile, c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Ouais, et le bleu indigo. Toujours un peu de bleu dans l'ombre. Ouais, c'est un peu ma recette. Oui, et puis après, on a les cheminées, évidemment. Les cheminées des toits de Paris. Donc j'utilise du rouge indien que je mélange avec du rouge cadmium. Du cramoisi aussi. Voilà. Et si c'est pas assez, je viens le salir avec de la terre d'ombre brûlée. Voilà. et voilà, donc là vous avez un peu mes mélanges, mes recettes. Que dire d'autre ? Ah oui, l'expression des plans et des matières. Là vous pouvez voir au premier plan un toit où il y a beaucoup de détails. C'est un toit avec des tuiles que j'ai fait donc à la sanguine et avec une plume tout simple, une plume pour écrire. Avec un porte-plume, voilà. Vu que l'encre, la sanguine est très liquide, en fait elle permet d'être utilisée à l'encre. Elle coule parfaitement sur une plume en métal. Et du coup voilà, et c'était très bien parce que justement ce que je voulais exprimer c'était ça, faire la différence avec les toits en zinc et ces toits en tuiles qui sont d'un autre style. Et voilà, et je trouve que ça rend super bien. Mais vous allez voir après quand je vais le recouvrir, la sanguine va ressortir par-dessus le pigment et c'est nickel. C'est exactement ce que j'avais en tête. Que dire d'autre ? Ah oui, dans le délire de la méthode, toujours, je me suis découverte durant le travail préparatoire de cette aquarelle une passion quasi obsessionnelle pour le fait de tailler mes crayons. Certains le savent, c'est pas quelque chose que je dis à tout le monde. Avant, j'étais ébéniste et genre pendant 10 ans, je taillais mes crayons papier avec des ciseaux à bois. Et là maintenant, je fais plus d'ébénisterie quasi, ça c'est très rare, ou alors pour le plaisir à la maison. Mais j'ai gardé cette habitude de tailler mes crayons avec mes ciseaux à bois. Et vous savez, la musique du ciseau qui rentre dans le crayon et qui vient détacher un tout petit copeau qui s'enroule sur lui-même. Et à la sortie, ce petit bruit de ciseaux qui se détache de la mine graphite. Cette musique, ça m'a accompagnée. Vraiment, et c'est un bruit qui fait partie en fait de mon paysage sonore quand je dessine. Et ça s'arrête pas là parce que bon, non seulement je passe j'accorde une attention toute particulière à l'action de tailler mes crayons correctement parce que c'est pas sans raison, c'est parce qu'en fait quand je vais faire mon dessin, quand je passe sur le papier, j'adore cette idée de mine qui croustille, qui vient parfaitement se déposer sur le grain du papier et qui vient salir exactement les endroits, les creux que j'ai décidés. C'est pour moi un plaisir énorme.
et d'entendre ce bruit de crayon qui vient résonner dans la pièce, qui habite complètement l'espace. C'est un bruit vraiment infime, mais qui pour moi, dans ma tête, dans mon imagination, résonne très fort. C'est limite ça et ma respiration, c'est les deux trucs qui font que limite je suis dans un état de recueillement quasi religieux. C'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est s'appliquer à pratiquer son art avec toute l'attention que ça mérite. Et j'estime que les choses que l'on fait dans la vie, c'est pareil, hein, en art comme dans la vie, sont d'autant plus réussites et d'autant plus satisfaisantes que le degré d'attention et de passion qu'on leur accorde. C'est une condition, une notion vraiment très importante de ce que l'on accomplit en fait. C'est... Bon. Là, on est quand même pas mal avancé dans notre dessin. Il y a toujours un peu cette difficulté, moi je le vois, quand les plans s'éloignent un petit peu dans la perspective, je me pose cette question de est-ce que je continue à faire beaucoup de détails ? Parce que c'est vrai que quand on est sur Beaubourg, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de monter là-haut, et ben en fait quand il fait un beau temps, on voit tout très précisément jusqu'à très très loin et quasi jusqu'à la Défense. Donc les détails ne se perdent pas. Et en même temps, là je suis en aquarelle et j'ai cette notion quand même à intégrer de distance. Et du coup la question s'est posée pour moi de est-ce que je mets toujours autant de détails plus je m'éloigne ou pas ? Bon, j'ai fait un entre-deux. Je suis pas partie dans quelque chose de très vaporeux, de très liquide et de très brumeux. Parce que en fait on avait quand même Saint-Eustache et on perçoit quand même bien ces éléments du paysage et du coup ça aurait pas eu de sens si j'avais perdu tous les détails. Donc voilà, donc j'ai gardé un peu de détails, j'ai choisi un entre-deux. Est-ce que j'aurais dû en faire davantage ? Dites-le moi en commentaire. Et là j'utilise une technique. Regardez bien ce que je suis en train de faire. Ça, c'est propre à l'aquarelle. Donc, je fais mon premier passage au bleu, tranquille. Et là, il y a l'espace que je veux travailler. Je le laisse vierge. Et pendant que je fais ça, ma peinture sèche. Je fais mes petits détails là-haut. Et quand je vais revenir, vous allez voir. Je vais faire mon côté obscur. Que je vais bien appuyer avec autant de pigments que possible. Vous voyez ? Et pour avoir ce petit dégradé qui va donner le volume, je repasse mais avec que de l'eau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mon pigment va tout seul se diffuser et donner cette impression de volume. Voilà, d'ombre et de clair. Et là, on a l'impression que la coupe, elle tourne alors que c'est à plat. Et ça, c'est un effet hyper easy à faire avec de l'aquarelle. Et hyper satisfaisant parce qu'on obtient tout de suite cette notion de volume. Et là, on a l'impression, vraiment, on capte bien les plans du toit de l'église Saint-Eustache. Et c'est hyper satisfaisant. Vous l'aurez compris. Je suis très contente de peindre. C'est vraiment un truc que j'adore. Même si ça me demande beaucoup de temps et que je vire un peu à l'obsession parfois sur des choses que j'arrive pas à réaliser comme je voudrais. Il y a quand même beaucoup de joie dans mes dessins. J'espère que vous aussi, j'espère que vous le ressentez et que vous aussi ça vous donne un peu de joie. Toujours est-il, voilà, grid paint, toujours. Je viens faire mes balcons, mes ombres. J'essaye d'expliquer les endroits en retrait, les endroits qui sont en lumière, les choses, les volumes. C'est pas facile quand on est à plat de faire sortir les plans du papier et de suggérer ça. Et en même temps, comme je veux pas faire d'académiste pur et dur, je veux pas tomber dans le truc, dans la copie conforme du réel. Je veux avoir ce langage propre que j'invente parce que c'est comme ça que je le ressens, parce que c'est comme ça que j'ai envie de faire rêver les gens qui regardent mes dessins. Et voilà. Ah, j'aime bien ce verre. Ça, c'est un verre... comment ils appellent ça ? Verre de vessie clair. Et
et ça marche super bien dans la gamme là. Avec le sépia, c'est nickel. Et un peu plus tard, je reviens le foncer avec un vert plus vert anglais. Voilà. Les balcons, qui donnent tout de suite cette notion de graphisme. Vous voyez, le truc qui se répète là, ce genre de rayures qu'on a aussi sur les toits. Finalement, c'est un motif hyper présent qui structure vraiment tous les plans. Vous savez, les rayures verticales, les rayures inclinées, les pleins, les vides. Ah, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À ce moment-là, voilà, je recouvre le toit. Et en fait, le sépia, bam, il remonte par-dessus le pigment. Et on le voit super bien. Et voilà, c'était exactement ce que je voulais. Donc, je suis super contente de cette redécouverte de l'encre sépia. Je vous invite à essayer chez vous. Vraiment, c'est génial. Bon. J'ai beaucoup parlé. C'est vrai que la vidéo était un peu longue, peut-être une demi-heure. J'ai cuté à mort, j'essaie de la condenser au maximum pour pas que ce soit trop long pour vous. Peut-être à l'avenir, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus courtes avec des dessins un peu moins riches en détails. En tout cas, qui demandent moins de temps pour pouvoir cutter plus. Que ça dure plus, genre 10-20 minutes. Enfin, je sais pas, dites-moi vous si ça vous plaît ce genre de format 30 minutes, si vous préférez peut-être aussi que je fasse des 1 heure carrément et que je prenne plus de temps à vous montrer tous les détails. Dites-moi dans les commentaires ou en message privé ce qui vous plairait. Plus long, plus court. Voilà, là je passe, vraiment pour moi, ça c'est l'équivalent de la cerise sur le gâteau. Les cheminées, quand je rajoute les cheminées sur les toits de Paris, c'est vraiment un moment de joie. C'est un peu genre, c'est ça, c'est pour moi les cheminées, c'est un peu l'élément graphique qui vient trancher avec tout le reste de la gamme chromatique et qui vient ajouter l'information finale des toits propres, des toits parisiens, ce rouge qui est unique, voilà, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Même que ce soit en termes de couleur, en termes de touche finale. Et voilà, vous le verrez de toute façon si vous voyez mon travail dans toutes mes vues des toits de Paris. Cette cheminée rouge, vraiment, elle est récurrente. J'adore ces petits endroits qui est en arrière-plan, là où on commence à découvrir un peu les fenêtres de la rue qui sont derrière, un peu en retrait. C'est vraiment un endroit que j'adore dans le dessin. Ça et la deuxième rangée de fenêtres. J'ai pris énormément de plaisir à les dessiner. Et voilà, on a tous notre truc préféré. Dites-moi vous ce que vous avez préféré dans ce dessin, les choses qui vous ont plu. Et les parties que vous avez aimées. Je crois qu'on est bientôt rendu à la fin. J'ai dit pas mal de choses. Je vous souhaite encore une fois un joyeux nouvelle année. Joyeuse galette des rois mages. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mettez un like si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, mettez un like quand même. Que dire d'autre j'ai l'intention de vous proposer d'autres formats comme ça, vidéo, vraiment. Voilà. Si l'impression vous intéresse, rendez-vous sur pintatemara.com. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous envoyer ça par la poste. Et voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et voilà. Ciao!